Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Gessina. Je tenais tout d'abord à vous remercier d'être venus aussi nombreux ce matin pour cette nouvelle conférence Gessina Lab, ce qui témoigne de votre intérêt pour le sujet qui est évoqué aujourd'hui. L'immobilier doit-il craindre les barbares? Alors je me présente très rapidement, je suis Audrey Tranchandon, je suis responsable de Gessina Lab, qui est le think tank de Gessina, plus particulièrement consacré au dialogue avec ses parties prenantes sur les thématiques de... J'ai perdu mon micro, non c'est bon. Alors, qui avons-nous appelé les barbares? Cette définition un brin provocatrice désigne 3 jeunes startups, acteurs de l'économie numérique, qui ont investi le marché avec de nouvelles solutions innovantes et surtout clés en main. Nous avons le plaisir de les accueillir ce matin, donc elles sont au nombre de 3. La première se nomme Bird Office. C'est une solution qui propose la location d'espaces de type salle de réunion, salle de conférence qui sont réservables en un simple clic. La seconde se nomme Upgrade. C'est un site, là encore, qui met en relation des professionnels qui ont des espaces de bureau inutilisés avec des professionnels qui en cherchent pour une durée flexible. Et enfin, la dernière, c'est Office Rider, une solution étonnante qui propose, là encore, à des professionnels en recherche d'espaces de travail, des espaces proposés par des particuliers qui mettent à disposition leur espace personnel en les louant à la journée. Alors, d'ici quelques minutes, ils viendront vous présenter leurs solutions devant un jury d'experts. Ce jury est composé de 3 personnes. Tout d'abord, Brigitte Cachon, directrice marketing et innovation de Gessina, Loïc Dosseur, directeur général adjoint de Paris & Co, et de Jean-François Pat, architecte pour Vimote et Associés. Jean-François Pat qui nous fera une rapide présentation de la Halle Fraissinet, qui est le premier incubateur de start-up au monde. Alors, cette conférence sera animée par Catherine Sabat, que j'invite à venir me rejoindre. Bonjour Catherine Sabat et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je me permets de vous présenter en quelques mots. Vous êtes journaliste aux Échos et vous êtes spécialiste des sujets immobiliers, type Smart City, urbanisme et architecture. Vous êtes également auteur d'un récent dossier sur l'innovation qui est sorti au moment du MIPIM. Alors juste un dernier mot concernant l'application qu'on a mis à votre disposition. Il s'agit d'une web application qui vous permettra tout au long de cette conférence de poser des questions à l'ensemble de nos invités et également de participer à des moments d'interactivité. Alors c'est très simple pour s'y connecter, vraiment je vous y encourage. Vous vous connectez au Wi-Fi Gessina Lab, puis vous tapez sur votre navigateur www.gessinalab.fr et vous rentrez le mot de passe innovation. Si toutefois vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à cette application, faites-nous signe, vous avez des hôtesses et d'autres personnes qui seront là pour vous aider, pour vous connecter. Voilà, il ne me reste plus qu'à laisser la parole à Catherine Sabat. Je vous souhaite une excellente conférence. Bonjour à tous. Alors, l'immobilier doit-il craindre ces barbares? Et comment les professionnels doivent-ils considérer la révolution immobilière initiée par ces startups? Voilà, c'est le thème du jour. Et nous attendons donc ces barbares. Et même, ce matin, nous les accueillons. Et alors, ces barbares, il y en a 3 là en face de moi. Ils sont plutôt jeunes, plutôt avenants. Là, c'est des hommes, donc ils sont barbus, mais c'est plutôt un signe de l'époque qu'un attribut guerrier, je pense. Et ils n'ont pas l'air très menaçants. Pourtant, méfiez-vous, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils pourraient bien vous pousser hors de votre zone de confort en donnant des coups de pied ou en écartant les entreprises installées, les institutions, la vieille économie et vous avec. Donc, l'immobilier, comme tous les secteurs, risque de passer à la moulinette de l'ubérisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'ubérisation ? En premier lieu, la désintermédiation dans un secteur où les intermédiaires sont très importants. Je pense qu'il y en a dans la salle. Des brokers. C'est un secteur, comme les autres, qui a à sa disposition une technologie qui est désormais facilement mobilisable. C'est un secteur qui dispose d'une ressource abondante, qui est sous-utilisée et mal utilisée, en l'occurrence l'espace. Donc à Paris, dans le Grand Paris, on sait qu'il y a 4-5 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vides. Ceux qui sont pleins sont utilisés en général 30% du temps par des gens qui sont employés dedans. Donc, il y a de la place et il y a moyen d'utiliser cette place.
Enfin, cette ressource, elle est située dans des espaces qui sont des villes denses, de plus en plus denses, et qui seront de moins en moins faciles d'accès. Donc la mobilité est aussi un thème important dans la transformation de l'immobilier. Quelques chiffres à mettre en face de ces constats. Le nombre d'auto-entrepreneurs augmente de façon exponentielle. Plus d'1 million d'entreprises créées sous ce statut depuis 2009. Les indépendants représentent 9 millions de travailleurs en Europe. Ces indépendants, ça peut être vos prestataires, vos clients, peuvent prendre toute une forme différente d'utilisateurs de bureaux. La croissance sur les 10 dernières années de ces indépendants est estimée à 85% en France. Et 27% des dirigeants ont déjà fait appel à des auto-entrepreneurs. Enfin, il y aurait 8000 centres de coworking ouverts dans le monde. Ça, c'est un chiffre qui doit varier tous les jours et qui est sujet à caution parce que ces espaces sont vraiment très, très différents, donc difficilement parfois identifiables. En tout cas, ça correspondrait ces centres accueilleraient plus de 500 000 membres. Là aussi, c'est très difficile de le savoir. En France, en tout cas, on en recense à peu près entre 300 et 500 pour l'instant, mais je pense que l'évolution va très vite. Alors des idées sont nées de ces constats, et puis des entreprises, des tas de start-up qui sont start-up jusqu'au moment où elles sont vendues, et dans ce cas-là, ça devient des entreprises. Je crois que c'est comme ça, en tout cas, que ça fonctionne. Et qui surfent plus ou moins sur le même modèle pour faire rencontrer des offres, des demandes, louer des surfaces, en mutualiser d'autres, des logements, des bureaux, des salles de réunion, des parkings, enfin de l'espace qui est utilisé dans une manière qui n'était pas prévue au départ. C'est-à-dire que ces espaces sont modulables et modulés et de plus en plus devront être modulables. Également, ils proposent des packages de services qui étaient jusque-là dispersés et qui regroupent dans une offre facilement accessible. L'arrivée de ces jeunes barbares, c'est aussi une autre ambiance dans l'immobilier qui est un milieu assez consanguin, compassé parfois. À Paris, c'est vraiment un tout petit milieu et qui devient une boîte à idées, un secteur où il devient subitement possible d'innover alors que ça n'a pas été fait depuis très longtemps. Et si on se penche sur ce qui innove, sur qui innove et où on innove, on est surpris de ce qu'on trouve. Alors j'ai volé cet inventaire à Cyril Olagnon qui vient de monter une entreprise de conseil en innovation qui s'appelle StoneUp, qui est dans la salle d'ailleurs. Et donc il recense différents acteurs, donc des nouveaux bailleurs du type WeWork ou du type gestionnaire d'espaces de coworking, des bailleurs plus traditionnels qui tentent de nouvelles expériences. Alors, bailleurs et promoteurs, Nextdoor, Bouygues Immobilier, Blue Office chez Nexity, ICAD, dont des centres de coworking un peu plus institutionnalisés. Les centres établis comme Regus, dont on a l'impression aujourd'hui qu'ils sont un peu largués, qui sont extrêmement sous-valorisés par rapport à des boîtes comme WeWork, mais qui vont peut-être se réveiller, et en tout cas qui sont des machines qui continuent de fonctionner, mais avec une ambiance, un genre un peu passéiste, on va dire. Des acteurs non immobiliers qui inventent et qui testent les bureaux de demain. Donc je pense à la structure immobilière de Xavier Niel, les collectivités, les incubateurs, des nouveaux entrants. Alors où est-ce qu'on peut mettre des bureaux ou des espaces de travail? Dans les hôtels, dans les gares, dans les aéroports, qui offrent des espaces qui sont gérés soit par des sociétés spécialisées, soit directement par la SNCF, par ADP, etc., qui elles-mêmes montent leur structure de gestion. Des utilisateurs qui inventent leurs espaces de bureau et qui font tache d'huile. Tout le monde a copié Google ces dernières années, mais si on remonte beaucoup plus loin, très très pionnier Arthur Andersen sur les champs en 1995, IBM qui avait testé des espaces satellites décentralisés, peut-être trop tôt parce que la technologie n'était pas assez utilisable à l'époque, mais en tout cas l'idée était là. Les plateformes d'intermédiation, donc des nouveaux intermédiaires plus agiles que les brokers traditionnels et moins chers. Et puis enfin, les fournisseurs de services qui permettent que tout ça soit possible. Donc fournisseurs d'énergie, fournisseurs de réseau, Engie, Orange, Sodexo, etc., etc. Alors, je parlais de coups de pied dans l'institution. Oui et non, parce que ces startups qui viennent marcher sur vos plates-bandes, elles ont aussi besoin de vous. Je parlais tout à l'heure de désintermédiation. En fait, ce sont aussi de nouveaux intermédiaires plus agiles, plus rapides, moins chers, mais qui ont besoin de clients au bout de la chaîne. Et vous pouvez être ces clients.
Vous pouvez leur apporter aussi des clients. Vous pouvez les héberger, les abriter, les incuber, les racheter, car toutes seront ou sont à vendre. En tout cas, le secteur va devoir s'adapter à leur présence. Et la vôtre, nombreuse ce matin, montre bien que vous avez quelque inquiétude sur ce sujet, ou en tout cas de l'intérêt. Alors, on n'est pas là forcément pour vous rassurer, mais on est là pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Enfin, pas moi, mais eux. Et pour commencer, je vais demander à Jean-François Pat de me rejoindre sur la scène. Donc Jean-François Pat, oui, bah, vous pouvez rester là, est responsable du projet de la Halle Fraissinet de l'agence d'architecture de Villemotte et Associés. Voilà, alors la Halle Fraissinet, c'est un exemple très intéressant. C'est un espace qui, au moment de sa livraison, devrait être le plus grand incubateur du monde et qui sera capable d'accueillir 1000 startups, c'est-à-dire 3000 personnes. Je vais en dire un peu, comme ça vous évitera d'en dire plus que 5 minutes. Et plutôt que, quand je parlais de méfiance, d'inquiétude, etc., plutôt que de se méfier des startups, certains les bichonnent. Et alors c'est le cas évidemment de Xavier Niel, qui est le maître d'ouvrage de cette opération immobilière. Et la halle est très symbolique en la matière parce que c'est à la fois un objet du passé et du futur. Métaphoriquement, c'est un lieu qui sait s'adapter. C'était du béton qui est classé, qui a été construit au début du siècle, l'autre. Et malgré une structure solide, à laquelle on ne touche pas, qui est protégée par les architectes des bâtiments de France, qui ne sont pas les plus souples des partenaires, c'est un monument qui est conçu assez intelligemment pour s'adapter, pour bouger, pour accueillir un usage qui n'était pas le sien au début et qui pourrait être une illustration pour toutes vos entreprises et toute l'économie de l'immobilier aujourd'hui. Donc je vous laisse la parole. Vous avez 5 minutes. Hein. Ça marche. Je peux lancer le... Vous pouvez prendre un micro sur la table si vous voulez. Ça marche là ? Oui, ok. Bonjour à tous, donc je suis Jean-François Pat, agence Villemotte et Associés. Je suis directeur de projet et je m'occupe en particulier effectivement de ce gros joujou en fait, qui est la Halle Fraissinet. Je vais essayer d'aller très vite, on m'a laissé 5 minutes, c'est un projet qui est complexe. Ce qu'il faut dire, c'est que nous, on a eu la chance de pitcher Xavier Niel au départ, qui nous a simplement dit il faut mettre 1000 startups dans ce bâtiment. Ce bâtiment, c'est la Halle Fraissinet, qui est un bâtiment qui était un bâtiment de transbordement train-camion sur les voies ferrées de la gare d'Austerlitz. Bâtiment qui a été, donc, comme le disait Catherine, inscrit à l'inventaire des monuments historiques en 2012, puisque c'est le premier bâtiment qui a été réalisé en béton précontraint. Donc à l'origine, c'était plutôt un abri. Le challenge, c'était d'en faire un grand bâtiment vivant et agréable pour ses usagers. Il est dans le 13e, au pied de la Bibliothèque de France, près du MK2, de la Seine et aussi de tout un univers étudiant, on va dire, et assez jeune. Voilà. Donc la question, c'est que ce bâtiment, il était sur les voies de chemin de fer, donc au niveau historique du sol parisien, sachant que on a le 13e qui remonte vers la place d'Italie et toutes les interventions de l'avenue de France que vous connaissez forcément avec la grande bibliothèque. Donc 2 sols différents, un sol près de la Seine, on va dire, au niveau de la Seine, et un sol remonté de 9 mètres. L'idée, c'est que ce bâtiment, qui est un bâtiment très grand, de 310 mètres de long, ne devienne pas un obstacle urbain. Et donc, on avait travaillé dès le départ des perforations à travers ce bâtiment pour que le quartier puisse et l'identifier, le rencontrer, on va dire, et aussi circuler à travers lui. La halle, juste petit mémo sur sa structure, c'est donc 3 voûtes, 3 nefs parallèles de différentes tailles, différentes hauteurs, avec des systèmes de tirants et des systèmes de haut vent qui permettent en fait de contrebalancer la structure et d'avoir une structure complètement très équarrie, très fine, très légère, qui nous pose beaucoup de problèmes aujourd'hui pour travailler avec elle, mais qui est en même temps très très intéressant. Une des choses importantes, c'est ce petit smiley, ce petit diagramme qu'on a mis au point dès le départ. L'idée étant qu'on libère complètement la nef centrale de manière à pouvoir avoir la perception du bâtiment sur toute sa longueur, et on occupe les nefs latérales avec une série de planchers en gradin qui permettent, quand on est au centre du dispositif, d'avoir une vision sur la totalité des nefs et donc de pouvoir bénéficier en fait du patrimoine existant.
Si je vais aller assez vite sur les abords, donc une vue de la halle avec ce bâtiment qu'on a démoli, qui n'était pas inscrit à l'inventaire des monuments historiques et qui permet de créer un grand parvis et puis surtout pour les aménageurs de refaire des opérations immobilières en regard. On voit ici sur la gauche le début de la couverture future de l'avenue de France le long du MK2. Ce bâtiment donc existant, on l'a détruit. Bon, je passe ça. C'était sur sa structure qui était très importante pour tenir en fait comme un presse-livre pour tenir la halle. Donc on en a gardé l'empreinte qu'on voit ici, c'est ce carroyage en béton, de manière à la fois avoir cette lecture patrimoniale et en même temps aussi soulager le bâtiment en termes structurels. L'idée étant qu'on ait une vision très vitrée sur ce bâtiment, de manière à inviter tout un chacun à venir voir ce qui s'y passe. Bon, je passe sur les différentes vues. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait qu'aussi on retravaille la structure à cet endroit particulier, puisqu'on a une interface entre le nouveau et l'ancien. Ça, c'est côté SNCF, donc avec la future couverture. Voilà, différentes vues. Je vais très très vite pour essayer d'aller plus dans le détail sur le programme. On a aussi un grand restaurant, vous allez voir, qui est ouvert sur la rue de Chevaleret, avec l'apparition de wagons restaurants dans le restaurant. Et puis donc tout un maillage avec l'urbain qui est autour, qui est en train de se constituer de manière à ce que ça soit un bâtiment intégré dans la ville. Ça, c'est une vue historique, une vue actuelle, une vue future. Et donc l'idée étant de recréer vraiment des rues à part entière autour du bâtiment. Et puis une chose importante, c'est ces passages publics qui peuvent traverser le bâtiment de part en part sur un système, voilà, que je vous présente. Donc bâtiment 310 mètres de long, 58 de large. Et donc la création de 2 passages publics, de servitudes de passage public, et donc l'identification de 3 zones. Une zone forum qui est une zone dédiée, enfin une zone publique, une zone start-up et une zone restaurant. Donc 3 entités qu'on a inventées, hein, puisque le pitch était 1000 startups, je le rappelle, donc il a fallu concevoir le process global et puis après rentrer dans les détails. Sur le forum, qui est plutôt un espace de rencontre, on a un auditorium, un espace ici polyvalent pour faire de l'événementiel, un Fab Lab, la French Tech, des services publics, la Poste, l'INPI, et puis tout un système de salles de réunion qui sont dédiées en fait aux startups, mais la zone startup qui est ici étant une zone confidentielle, c'est donc une zone de rencontre externe, on va dire, mais dans la halle, entre les startups et leurs partenaires extérieurs. Si on va dans le détail, on a un système de parvis, l'espace polyvalent, l'amphithéâtre, qui compte 360 places, et les différents éléments que je vous ai mentionnés. L'amphithéâtre qui, lui, est enterré, puisque dans la nef centrale, pour laisser libérer la vue, on a fait tout un dispositif pour essayer de mettre du programme tout en étant absent, on va dire. Pour autant, ça c'est des vues quand on a pris le bâtiment, pour autant on identifie l'amphithéâtre comme un élément qui sort du sol, les 2 failles latérales étant les empreintes des anciennes voies de chemin de fer qui traversaient la halle. Les containers blancs, c'est l'ensemble des salles de réunion à l'étage dont j'ai parlé. Et donc, on a aussi un amphithéâtre extérieur qui permet de faire un lieu informel de pitch éventuellement ou de discussion. Et puis, différentes vues sur cet auditorium, 360 places, avec un écran géant. Les startups, c'est la zone évidemment fondamentale du projet. L'idée étant qu'on a mis au point, on a une trame structurelle de 10 mètres, on a mis au point un système qu'on a appelé village. Ce système de village, en fait, il est composé d'un élément dur qui nous permet aussi d'alimenter le bâtiment en réseau, en fluide, etc. par l'intermédiaire de ces gaines. On a un bloc sanitaire qui peut faire douche, un escalier protégé pour les pompiers, parce que c'est un sujet très important dans la halle, le bâtiment n'est pas très résistant. Un escalier libre qui permet d'avoir la sérendipité. Un espace de cuisine qui est aussi un lieu de rencontre, et on peut aussi pitcher avec un système de projection sur le mur vitré qui est contre l'escalier. 2 salles de réunion qui sont des containers blancs fermés, étanches acoustiquement et en vue sur la nef principale, et puis un espace lounge au centre. Donc ça, c'est un élément important. Juste une chose, c'est que ce village, il est constitué donc de 2 plateaux de coworking de chaque côté. Ça, c'est une entité village. Voilà, c'est-à-dire ça, c'est un village. Et en fait, ce système se répète de proche en proche, de l'autre côté du vide central, avec au centre aussi une grande liaison qui est les anciennes voies de chemin de fer qui vont être réappropriées pour mettre les casiers des 1000 startups, donc des 3036 personnes qu'on va loger dans cette partie. Et puis des systèmes de places de village qui permettent de relier les 2 bords, les 2 rives de la nef centrale.
On voit ce système de casier en faille, les villages qui apparaissent sous forme de containers et les espaces de co-travail entre. Donc voilà, j'accélère. Différentes vues, on pourra poser des questions. Bon, tout un tas. Et enfin, le restaurant, qui est une zone aussi totalement publique, qui permet à la fois d'alimenter la halle, mais aussi qui est un point de ralliement pour le quartier, d'autant qu'il va être ouvert 24 heures sur 24, de manière à pouvoir être en interaction avec les équipements publics autour, enfin les équipements festifs, on va dire, le MK2, le bateau phare, etc. Donc c'est un point nodal du quartier à terme, avec l'idée d'avoir des wagons-restaurants qu'on va mettre dans le restaurant. Donc ça, c'est une chose on a trouvé ces wagons, on les a fait livrer il y a 3 semaines environ. Et donc on a tout un espace qui est divisé aussi avec des box qui permettent, parce que c'est un restaurant mixte, on peut aussi travailler bien évidemment. Donc voilà. Enfin, pour finir, on a fait un petit travail aussi à l'agence Villemode, puisqu'on est aussi très spécialisé dans le design, sur le mobilier, donc avec une table qu'on a inventée assez étroite, système de fente de ces tables qui permettent d'aller chercher la connexion dans la traverse électrique au centre, et puis surtout de travailler en vis-à-vis. Donc différents systèmes. On a aussi une phone box qu'on est en train de développer, qui est un endroit acoustique avec un grand hublot qui permet de se connecter. Voilà. Et enfin, un king sofa, c'est un grand sofa où on peut s'allonger, discuter, travailler, qui va dans la nef centrale, qui est donc l'essai libre. Donc cette nef devient vraiment un lieu de ralliement pour l'ensemble des villages. Juste 2-3 images du chantier pour vous donner l'échelle des choses, parce qu'on a du mal à le voir, sauf quand on est à l'intérieur. L'amphithéâtre qui était en travaux, c'est assez phénoménal. C'est grandiose, puisqu'on a vraiment une perception à l'intérieur très très grande, les wagons. Et pour terminer, quelques éléments d'information. On développe 34 mm² de surface. On a étudié, on est parti de zéro, c'est-à-dire sans connaître le bâtiment, et avec le pitch de Xavier de 1000 startups, on a fait 10 mois d'études, 24 mois de chantier, on livre fin décembre 2016, et c'est un coût d'opération de 200 millions TDC, c'est-à-dire toutes dépenses confondues. Voilà. Merci. Vous avez utilisé au moins 10 fois le mot pitch, donc c'est bien, vous êtes dans la tendance. Alors, il y aura sûrement des questions après de la salle, mais maintenant on va se prêter à un petit jeu que les startups adorent. Enfin, en tout cas, elles sont contraintes de le faire, donc elles sont bien obligées de l'aimer. Et je vais demander à chacun des chefs d'entreprise que nous avons sélectionnés de venir en 5 minutes présenter au pupitre le modèle de développement, un peu l'histoire de son entreprise, etc. Donc ils auront à répondre de cette présentation devant un jury qui sera constitué de Jean-François Pat, qui est là, Brigitte Cachon, qui va venir nous rejoindre, qui est directrice marketing et innovation de Gecina, et puis Loïc Dosseur, qui est directeur général adjoint de Paris & Co. Et alors le premier qui va se produire, on va dire, donc c'est Arnaud Katz de Bird Office. Donc je vous dis rien, je vous laisse commencer par ce que vous voulez, l'histoire, le présent, le futur, etc. Et puis on vous posera des questions après. Bonjour à tous. Donc je suis Arnaud de Bird Office. Et donc Bird Office, on est un site de réservation de salles. Donc chez Bird Office, on réserve des salles de réunion, des salles de conférence, des salles de 2 personnes à 300 personnes. On est un site exclusivement réservé aux professionnels. Les salles que vous trouverez chez Bird Office, au départ, on est parti sur un modèle un peu à la Airbnb, où il n'y avait que des salles d'entreprise qui mettaient à disposition des lieux pour travailler et d'autres qui les réservaient. On travaille maintenant de plus en plus avec des grands comptes. Donc, aux salles Airbnb, on a ajouté toutes les salles des centres d'affaires et des hôtels. Lorsqu'une entreprise réserve chez Bird Office, elle peut choisir en fonction de critères très variés et très différenciés, typiquement la disposition de la salle, les équipements. On permet vraiment de trouver où que vous soyez dans maintenant 4000 salles, en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, un lieu adapté en fonction de votre besoin. On est un tiers de confiance, donc on automatise
tout un processus de contrat, de réservation, de facturation, d'assurance, pour qu'en fait, lorsqu'une entreprise organise un événement, elle ne stresse pas à l'idée d'organiser cet événement. Donc nous, on se voit plus comme un moteur de flexibilité peut-être immobilière, mais on est surtout de l'événementiel. On organise, je vais vous donner quelques exemples ensuite de nos clients. Donc on travaille maintenant quasiment exclusivement avec des grands comptes, parce que quand vous montez sur un produit, doucement vous touchez des clients de plus en plus précis. Et donc il y a énormément de diversité. Publicis, ils font toutes leurs séances de créativité avec nous. Danone, ils font leurs tests produits. On a également Sony, c'est une boîte de production également. Ils vont faire énormément de casting. Il y a énormément de besoins. Et en fait, une entreprise, par définition, elle a besoin de salles. On s'est lancé maintenant il y a 2 ans. On est une équipe de 25 personnes. Et en se confrontant au marché, le collaboratif, c'est très bien et on en fait beaucoup. Mais nous, on est confrontés à travailler avec des grands comptes. Et quand une entreprise comme EDF vous confie des centaines de réservations ou des milliers de réservations chaque année, vous êtes obligé de coller à leurs besoins. Et typiquement, vous ne pouvez pas envoyer EDF dans une salle qui n'est pas ERP. Donc typiquement, tout ça exclut toutes les parties collaboratives de ce type. On a donc monté de plus en plus un outil technologique, et Bird Office, on devient, moi je me vois comme une boîte technologique, puisque maintenant on a un outil de réservation. Donc on va bientôt l'annoncer. En fait, on vend des licences de l'outil pour des personnes qui ont des besoins de mettre à disposition moi je dois parler 5 trop. minutes. Je repars chez quelqu'un d'autre. Et donc, on va maintenant, et on va directement chez les grands comptes implanter notre solution. Donc, on a commencé avec Natixis, maintenant donc, BPCE, 160 000 collaborateurs. Tous les salariés ont directement dans leur portail accès à un outil pour pouvoir réserver en quelques minutes un produit partout en Europe. Donc, en fait, on veut leur simplifier ce processus de réservation. Notre innovation, elle est avant tout de l'usage. Pourquoi vous pouvez réserver un billet d'avion ou un billet de train en quelques minutes? Pourquoi vous ne pouvez pas réserver un lieu pour travailler en quelques minutes? Donc ça, c'est l'incohérence à laquelle nous, on a été confrontés et qu'on souhaite résoudre. Et donc maintenant, ce qu'on souhaite, c'est vraiment accompagner les entreprises, automatiser ce qu'on sait bien faire. Et donc soit on fournit un outil pour des gros loueurs de salles, donc on va annoncer le groupe Eurosite par exemple nous confie complètement la réalisation de leur technologie, ou soit directement on va chez les grands comptes mettre notre solution. Donc on a signé BPCE, on vient de signer la Banque Postale, et doucement, donc il y en a d'autres qui nous le demandent avec des spécificités, donc on colle aux besoins des achats, de ce qu'ils nous demandent en amont, pour qu'ensuite on donne de la flexibilité aux collaborateurs et qu'ils ne perdent pas de temps quand ils aient besoin de trouver des lieux pour travailler. Merci beaucoup, là j'ai le droit d'afficher cette slide, et merci de votre attention. Non, mais vous allez rester au pupitre le temps qu'on vous cuisine un peu. Après, vous viendrez nous rejoindre. Moi, j'ai une première question. Vous dites on peut réserver des billets d'avion, on ne pourrait pas réserver des salles de réunion, etc. Sauf que le salarié lambda, il ne le fait pas lui-même, ça. Donc, comment vous avez une application qui est directement entre les mains des salariés pour une décision qu'ils ne peuvent pas prendre tout seuls? Ouais, soit ils ont la décision, soit ils font valider. Donc en fait, on a pré-validé ce qu'ont le droit de faire les salariés avec les achats. Et s'il faut faire valider un N+1, il y a tout simplement un système de validation au supérieur hiérarchique. D'accord. Bon, j'ai plein d'autres questions, mais je vais vous laisser en poser. Non, juste, bonjour Arnaud. Juste, quel était le point de départ? Comment on en arrive à créer Bird Office? Ouais, donc c'est ce que je disais, c'est qu'au départ, on était vraiment sur un modèle Airbnb. On a vu les entreprises qui avaient des mètres carrés disponibles. On voulait les optimiser et ne pas les laisser vides. Et c'est vraiment en se confrontant au marché, en étant accompagné de plein de gens très compétents, donc des incubateurs, Paris & Co qui nous a accompagnés, qui nous a branchés sur énormément de clients, qui nous a accompagnés. Nous, on vient de closer une levée de fonds importante, et ça nous permet du coup d'être accompagnés financièrement parlant. Et c'est en se confrontant au marché qu'on arrive à Bird Office, qui est doucement. Donc on s'est rendu compte que les professionnels, ce qu'ils voulaient, c'était un service, et ils s'en foutaient que ce soit collaboratif. Du coup, on leur a trouvé des mètres carrés qui étaient adaptés à leurs besoins. Quand vous recevez des clients, vous voulez pas aller dans
dans des bureaux de notre entreprise, vous voulez valoriser l'expérience, vous voulez faire plein de choses, mais pas en tout cas aller dans un truc collaboratif. Du coup, on s'est adapté et doucement la plateforme est devenue hybride. Quand vous avez besoin de ne pas dépenser trop de ronds, eh ben, vous allez dans un lieu collaboratif. Quand vous voulez trouver un lieu type pour vos clients, vous allez dans un hôtel. Et en fait, on a énormément de clients, même des grands comptes, qui pour des événements internes réservent dans des lieux collaboratifs, et pour d'autres typologies de lieux, ils vont aller dans un hôtel ou un centre d'affaires. Et parce qu'on s'est rendu compte que la clé de toutes ces boîtes-là, c'est la technologie, nous, on implante un outil directement dans les espaces, et en fait, ça nous permet d'être maître de la disponibilité du lieu. En fait, donc, une fois qu'ils utilisent votre outil pour savoir en temps réel où est-ce que qui a la disponibilité et qui est maître de la. Enfin, il faut avoir la connaissance. Et du coup, pour avoir cette connaissance, il faut un outil technologique puissant qui fait que maintenant, on va passer la barre des 10 développeurs chez nous, qui pour une startup marketplace, c'est beaucoup. Parmi les salles que vous proposez, est-ce qu'il y en a qui sont situées dans des immeubles occupés par d'autres entreprises, par exemple, ou ce sont des salles circonscrites à l'usage de la réunion? Voilà, enfin, rapidement, quand on a fait du collaboratif, on s'est rendu compte que quand il y avait des tours ou des choses comme ça, qu'il y avait des conditions d'accès difficiles, ça ne fonctionne pas. Ce qui marchait très très bien pour le collaboratif, c'est une salle de réunion qui a 3 salles de réunion, une qui est souvent vide, et du coup, il y a un accueil dédié, il n'y a pas de difficulté majeure. Dès que vous mettez des entraves, je crois qu'on a juste Ernst qui a un amphithéâtre qui est au rez-de-chaussée, où il n'y a pas de souci pour l'accès, il n'y a pas de question de badge. Dès qu'on complexifie le processus, les gens ne le font pas. Et voilà, il faut que ça reste très simple pour que ça fonctionne. Quel est le type de contrat que vous proposez? Parce que ce n'est pas des baux, du coup. Non, enfin, nous, on s'est très tôt, vraiment, on a veillé à ce qu'il n'y ait aucun doute quant à la légalité. On travaille avec des entreprises, du coup, en fonction de ce qu'ils nous demandent, s'ils veulent être certains que ce soit ERP, certains que l'accès handicapé. Donc vraiment, on pré-check tout. Et du coup, on fait de la mise à disposition d'espace, donc un contrat de prestation de service. Lorsque vous travaillez avec un hôtel ou un centre d'affaires, la question ne se pose même pas, puisque c'est son métier de louer des salles. Lorsque c'est un lieu alternatif, collaboratif, en fait, c'est une ressource annexe, c'est l'accessoire sur le principal. Donc on ne travaille que en B2B, il n'y a que des entreprises qui mettent à disposition à d'autres entreprises. Peut-être que c'est mon passé d'ancien notaire qui a fait que j'ai veillé à ce que jamais la question de la légalité se pose. Et doucement, voilà, on s'adapte pour trouver le produit adapté. Alors juste une petite question aussi annexe, est-ce que ça veut dire que finalement les grandes entreprises ont une vocation à aller hors les murs en fait de leur siège historique, et qu'il y a une tendance en fait pour les grandes entreprises justement à se dématérialiser aussi dans l'espace? C'est une évidence qu'une salle de réunion, si on peut l'avoir juste à côté de ses bureaux pour 3 fois moins cher. On a le cas de, par exemple, Engie, qui a un bâtiment juste au-dessus de Saint-Lazare, porte de place de Clichy, qui l'enlève, tout simplement, qui le supprime. Ils ont besoin de salles de réunion autour pour faire leurs réunions. Du coup, ils nous demandent de mettre l'outil moteur de flexibilité dès qu'ils ont besoin, e-book. Donc effectivement, garder des immeubles immenses, très souvent vides, nous, on pense qu'on peut leur apporter de la flexibilité. Mais indépendamment de ça, une entreprise, par définition, pour des événements différents, elle aura besoin de lieux. Vous n'avez pas forcément, à un instant T, une salle de 40 personnes en U disponible pour réunir. Et on a des cas de figure vraiment étonnants. Des conseils de direction d'EDF, des conseils de direction de très grands groupes qui, à des moments, n'ont pas le produit adapté. Et ils ne peuvent pas tout avoir. Du coup, autant utiliser de manière temporaire et flexible. Est-ce que vous proposez également toute une gamme de services autour de ces locations de salles, et si oui, lesquels? Voilà, c'est du coup l'enjeu de la technologie, c'est d'automatiser toute une série de services. Donc pour vous dire, on s'est lancé il y a 2 ans, et c'est que maintenant qu'on arrive à automatiser toute la chaîne de processus, tout le processus, pardon. Du coup, lorsque quelqu'un réserve, qu'il puisse juste après réserver ses petits déjeuners, ses plateaux repas. La veille, il se dit finalement je suis plus 8, je suis 7, transmettre l'information en prestataire, pouvoir faire ça dans 30 villes, donc avoir référencé les bonnes personnes, savoir que l'information va être transmise, être certain que la personne vous valide l'information, que la personne reçoive son SMS lui disant que c'est bien confirmé. Ça, c'est un processus qui est très long à créer, et en fait c'est pas de la technologie, de la R&D, mais ça demande une compréhension du marché, une compréhension des usages, il faut 2 ans pour le faire, quoi. Merci. Vous avez devant vous là un parterre du marché de l'immobilier. Qu'attendez-vous de nous deux? Mais ça, on va en parler après, Brigitte, parce qu'il faut qu'on avance. Et les autres doivent parler aussi. Donc, mais on y reviendra. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Et puis, donc, je demande à Brio Auger de Upgrade de venir faire sa présentation.
Merci. Bonjour, je m'appelle Brio Auger, je suis le fondateur de Upgrade. Je vais mettre un petit chrono, comme ça je ne dépasserai pas, je ne me ferai pas taper sur les doigts. Upgrade, comme la plupart des projets, c'est parti d'un constat. Et ce constat, c'est que le marché de l'immobilier d'entreprise a peu évolué ces dernières années. Et pour utiliser un terme un peu journalistique, c'est un marché qui n'a pas forcément pris le virage du digital. Et donc, pour des acteurs comme moi, pour des acteurs comme nous, ça offre des opportunités qui sont vraiment phénoménales. Et donc, quand on fouille un peu dans l'immobilier, on parle beaucoup de coworking, on parle beaucoup de flexibilité, on parle beaucoup de nomadisme. Sauf qu'en France, le fait est qu'il y a 40% de la population salariale est employée par des TPE et des PME. Et il y a 1 million d'entreprises qui emploient entre 1 et 10 salariés. Ces entreprises, elles ont besoin de locaux, mais c'est aussi des entreprises qui n'ont pas une visibilité sur 3, 6 ou 9 ans et qui ne sont pas capables de dire combien ils seront dans 6 mois et donc encore moins dans 3 ans. Et donc, ces entreprises sont confrontées à quelque chose que vous connaissez tous, puisque vous êtes, si j'ai bien compris, des acteurs de l'immobilier d'entreprise, le bail 369, qui est le contrat historique de l'immobilier et qui peut être très bloquant pour le développement des sociétés. Et donc, Upgrade, nous, notre travail, c'est un peu de flexibiliser cet immobilier d'entreprise en permettant aux boîtes de sortir du schéma 369. Et qu'est-ce qu'on leur offre ? On a fait un constat simple. Il y a des entreprises qui ont besoin de locaux alloués pour des durées flexibles, et des entreprises qui ont de la place dans leurs locaux, qui, eux, ont souscrit à des baux 369 et qui ont des centaines, des milliers ou même 15, 20, 50 mètres carrés de disponibles et qui pourraient le sous-louer, qui pourraient le mettre à disposition, parce que le sous-louer, ce n'est pas forcément la bonne expression. Et donc, nous, notre travail, c'est de mettre en relation des pros qui ont des espaces de travail inutilisés et des pros qui cherchent à louer des espaces pour des durées flexibles. Donc, l'entreprise qui a des postes de travail disponibles dans son open space, un bureau fermé, un espace indépendant, un centre d'affaires qui a de la place dans ses locaux, un espace de coworking qui a de la place, va le proposer à la location sur la plateforme et louer à un autre professionnel pour une durée flexible. Nous, on fait pas de l'ultra-nomadisme, c'est-à-dire qu'on fait des locations à partir d'un mois jusqu'à plusieurs années. Donc, c'est important de comprendre la différence entre court terme, ce que peut faire par exemple Arnaud, et flexible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 5 ans, quand vous preniez votre forfait téléphonique, vous vous engagiez sur 48 mois. Aujourd'hui, ça ne vous viendrait plus à l'idée. Notre objectif, c'est un peu que l'immobilier puisse se rapprocher de cette tendance-là. Et donc qu'on puisse s'engager sur 1 an, mais si l'activité accélère, si l'activité décélère, qu'on puisse se désengager rapidement et sortir de cette contrainte que peut représenter l'immobilier pour le développement de plein de sociétés, que ce soit des sociétés en croissance ou des sociétés un peu plus classiques. Donc voilà, vous avez de la place dans vos locaux, vous le proposez à la louer sur la plateforme. Ensuite, des locataires potentiels vont venir voir votre annonce. Vous envoyez un message en demandant « Est-ce que je peux visiter vos locaux ?» Vous leur répondez oui, non, en fonction de vos disponibilités. Ils vont venir visiter, ça vous permet de les rencontrer. Si les locaux leur plaisent, ils peuvent faire une demande de réservation, que vous validez ou que vous ne validez pas. Et si la demande est validée, nous, on s'occupe de rédiger le contrat, vous le faire signer en ligne, puisque, je le rappelle, la signature électronique est légale depuis presque 10 ans en France. Donc vous allez pouvoir signer votre contrat en ligne, payer votre loyer en ligne et récupérer votre facture. Et très bientôt, les locaux seront assurés sur Upgrade grâce à un partenariat qui est presque fini de négocier. Et on gère aussi le préavis, on prend des mandats d'agents immobiliers en ligne, on a la carte d'agent immobilier, et donc on fait beaucoup d'efforts pour se conformer aux obligations de l'agent immobilier. Et donc aujourd'hui, on fait essentiellement des petites surfaces, essentiellement du flexible, essentiellement du partage de bureaux. Mais avec tout le travail légal qu'on fait, on espère que bientôt, on sera capable de faire des plus grandes surfaces. Et peut-être dans ce cadre-là, de s'appuyer sur un réseau de commercialisateurs qui existe déjà. Je pense que Arnaud l'a un peu dit. Catherine nous a présentés comme des barbares. Alors oui, je pense qu'on veut changer des choses sur un marché qui n'a pas forcément cherché à beaucoup évoluer, mais c'est le principe de l'innovation. Et l'innovation de rupture souvent arrive d'outsiders, de gens qui sont en dehors d'un marché. Mais aujourd'hui, ce serait faux de dire qu'on espère réussir tout seul. Moi, je suis conscient qu'il faut qu'on s'interface avec des acteurs un peu plus traditionnels, un peu plus institutionnels. Et moi, je ne viens pas du monde de l'immobilier d'entreprise, donc on est aussi conscient qu'on a plein de choses à apprendre de vous. Et je pense qu'il y a plein de belles synergies à mettre en place. C'est un peu l'objectif d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Il me reste 15 secondes. Voilà, j'en profite pour remercier Jessina de nous avoir invités.
Merci. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous, Arnaud, vous parliez d'événementiel et pas beaucoup d'immobilier. Vous parlez d'immobilier et vous mettez tout de suite dans le dur en abordant la question des baux 369 et en présentant l'immobilier comme une contrainte et pas comme une solution que vous venez un peu flexibiliser. Donc, est-ce que vous avez des questions? C'est un peu sur cette base-là, bonjour Brieux. Vous avez utilisé le mot, je fais des lotos comme ça, flexibiliser 5 fois. Alors Arnaud était à 3 fois seulement, mais j'aurais pas dû le dire tout de suite pour le 3e. Et puis après, vous avez utilisé les termes de se conformer plusieurs fois, de respecter la légalité. Et puis j'ai bien aimé votre remarque sur les barbares. Effectivement, j'ai pas l'impression d'avoir, en étant à côté d'un ancien notaire, et de vous-même des barbares. Et moi, je me bats un peu contre ce terme, on l'avait évoqué. Parce que je crois qu'il n'y a pas des barbares en col blanc, j'en suis pas certain. Plutôt des entrepreneurs qui cherchent effectivement à repérer des modèles. Donc vraiment entre cette flexibilité et ce souci de légalité, de conformité, comment votre entreprise, et délibérément je dis entreprise pas start-up, grandit, conserve le premier terme de flexibilité pour pas tomber dans les défauts que vous reprochez peut-être à vos aînés? Je dirais pas reprocher, plutôt constater. Comment on travaille sur la flexibilité? Quand on travaille avec des pros de la location, effectivement, c'est assez facile avec des centres d'affaires ou des espaces de coworking. Quand on travaille avec des non-pros, ce qui est la majorité de notre clientèle, voilà, on a différentes solutions. Je l'ai évoqué, le bail de sous-location, qu'on a le droit de mettre en place en France. On peut travailler sur du bail précaire aussi. Par exemple, je suis sûr que vous avez tous dans vos portefeuilles de mandat des locaux qui sont disponibles pour 1 an, 18 mois, 2 ans avant des travaux, avant une évolution de la politique d'une entreprise. On peut mettre en place un bail précaire. Et ensuite, on propose aussi des contrats de prestation de services en disant, en plus de mettre à disposition ces 20, 25, 50 mètres carrés, l'entreprise va mettre à disposition du mobilier, de l'électricité, du Wi-Fi, l'accès à une salle de réunion, l'accès à la cuisine, l'accès à tout un tas de services, peut-être de la réception, peut-être de l'accueil téléphonique. Et donc, dans ce cas-là, c'est une entreprise qui délivre une prestation à une autre entreprise. Et donc, on peut mettre en place un contrat de prestation de service, qui est le contrat qui nous amène le plus de flexibilité. Et donc, nous, c'est le contrat qu'on essaye de favoriser au maximum. Alors moi, je voulais connaître votre valeur ajoutée par rapport à une autre start-up qui s'appelle Bureau à partager. Sur le web, c'est assez facile de faire un site de petites annonces, type Le Bon Coin. C'est plus compliqué de faire un site de mise en relation type Airbnb. Et comme Arnaud l'a souligné, c'est important de comprendre les enjeux d'un marché. Nous, on s'est rendu compte que c'était important de pouvoir proposer de l'assurance, que c'était important de pouvoir proposer aux utilisateurs de payer en ligne, de signer leur contrat en ligne, de prendre des mandats d'agents immobiliers en ligne, de gérer des préavis en ligne. Et donc, je pense que c'est là où est notre valeur ajoutée. Je connais pas du tout même le fondateur de Bureau à partager, mais je pense que s'il n'a pas fait cette démarche, c'est qu'il a ses raisons. Mais tout ce travail de prise de la carte d'agent, de mise en relation, de gestion de la relation entre le loueur et le locataire, c'est notre valeur ajoutée principale. Comment vous vous rémunérez? On prend une commission sur les loyers qui sont payés via la plateforme. On est sur du flexible, donc nous on prend une commission de 10% tout du long du contrat. Et dans cette commission, il y a la commercialisation et la gestion. Donc on a essayé de réunir 2 métiers un peu historiques de l'immobilier qui sont la commercialisation et la gestion, en y ajoutant un peu notre special touch avec notamment l'assurance, qui est vraiment un facteur très rassurant pour nos users. Et votre objectif, c'est de vous faire acheter par un broker? Notre objectif, c'est de développer une belle boîte qui crée de la valeur pour ses utilisateurs, pour ses salariés et pour ses investisseurs et actionnaires. Et si un jour on a des opportunités, on n'est pas fermé à la discussion, on n'est pas sectaire. Merci. Merci. Alors le dernier, donc Florian Delifert. Alors je dirais le plus exotique des 3. Vous allez vite comprendre pourquoi. Qui lui, dont l'entreprise Office Rider tire parti de la ressource d'espace résidentiel, donc qui est quasiment infini. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Jessina d'avoir pensé à Office Riders pour cette thématique. J'espère un peu plus pour le terme de révolution que de barbare. On va voir ça ensemble. Alors, oui, mon nom c'est Florian, j'ai fondé Office Riders maintenant il y a quasiment 1 an.
J'ai travaillé avant en tant que consultant, puis aux Nations Unies. J'ai créé une première start-up dans le tech et maintenant Office Riders. Donc notre aventure a débuté en fait à San Francisco, où moi-même j'ai rencontré mes associés et où j'avais connu des difficultés pour trouver des espaces de travail adaptés et abordables pour faire avancer nos projets. Et on s'est retrouvé finalement dans un appartement où on a pu séjourner et travailler la journée dans un salon qui avait été astucieusement transformé en espace de coworking dans une ville où l'immobilier est un petit peu hors de prix. Donc on était en plein centre-ville de San Francisco. Et à force de rester là-bas, on s'est rendu compte qu'on était finalement dans ce centre-ville entouré d'appartements qui étaient bêtement laissés inoccupés ou sous-utilisés la journée, alors que ce sont des espaces qui pouvaient être tout à fait utiles à une part grandissante de professionnels nomades que nous étions nous en tant qu'entrepreneurs, mais avec qui nous pouvions aussi travailler avec des indépendants, des coworkers, etc. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme gâchis d'espace finalement chez les particuliers. Et on s'est dit, pourquoi pas se lancer ce défi que de rendre utile à nouveau ces espaces et finalement les recycler chaque jour en invitant les professionnels à y travailler la journée. À partir de là, du coup, on a lancé donc, la plateforme Office Riders, qui est une marketplace collaborative qui permet aux particuliers de louer leurs espaces sous-utilisés la journée aux professionnels. On est rentré à Paris, puis on est un petit peu plus connecté à l'écosystème tech, et on a vu qu'il y avait une réelle appétence du côté des hôtes, déjà, qui sont de plus en plus familiers, notamment avec des plateformes comme Airbnb, mais aussi du côté de la demande, donc des riders. Et en quelques mois, avec un investissement vraiment minimum, on a réussi à fédérer une première communauté de plusieurs milliers de riders. Et rapidement, plusieurs centaines de listings. On s'apprête aujourd'hui à franchir le cap des 1000 espaces listés. Et finalement, notre volonté, c'était d'amener une réelle rupture, un petit peu dans la lignée de plateformes comme Airbnb face aux hôtels, et de se dire, avec cette solution, on va être peut-être l'option la plus abordable, la plus adaptée, la plus flexible et aussi la plus conviviale pour travailler en toute intimité ou avec d'autres. Donc ça a été vraiment notre postulat de départ. Avec cette solution, on a révélé d'autres besoins finalement du côté des riders, donc pas seulement le besoin qui était le nôtre, mais aussi auprès de sociétés pour des usages éphémères, un petit peu comme le fait Bird Office, auprès notamment de jeunes sociétés ou de sociétés même plus établies. Donc voilà, et dans l'ère de l'hypermobilité, on va aussi toucher des besoins de personnes qui sont en mission dans certaines villes, etc. Aujourd'hui, notre activité, elle se concentre encore sur Paris. On a un peu plus de 500 listings maintenant sur Paris, et de plus en plus, on va être appelé à aller sur d'autres grandes villes, qui sont en France, mais aussi en Europe. On vient de finir notre première levée de fonds en crowdfunding. Pour notre système de rémunération, c'est assez similaire aux autres plateformes collaboratives. On applique une commission sur l'ensemble des locations de la plateforme. On assure l'ensemble des locations avec une garantie qui nous est propre, en plus de la caution qui peut être fixée par l'hôte. Et on est en train de mettre en place notre nouvelle assurance, d'ailleurs, puisque Allianz est notre premier actionnaire maintenant, suite à notre campagne de crowdfunding. Et donc voilà, pour Office Riders. Merci. Est-ce qu'on peut juste remettre la slide avant? Parce que j'ai une question très très bête. Mais je voulais savoir comment vous décriviez les intérieurs et pourquoi il y a des photos de jolies filles sous les photos d'appartements. C'est matché avec Tinder, non? Parce qu'il faut savoir qu'on a des hôtes. Voilà, non, parce que là, il s'agit d'une maquette. C'est notre DA qui a préparé la slide. Après, vous allez voir, c'est pas tellement différent si vous allez voir la réalité. À vrai dire, juste la question du descriptif était sérieuse, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous mettez? C'est la taille, l'accès, etc. Parce que tout à l'heure, c'était Arnaud, je crois, qui parlait d'accès. Effectivement, si quelqu'un va travailler, il a envie de rentrer assez facilement là où il va travailler, pas de chercher 3 heures quelle porte c'est, quel accès, quel code, etc. Tout à fait. Alors nous, déjà, il faut savoir qu'on met rien. C'est vraiment les hôtes qui vont gérer leur listing. Donc pour le coup, vraiment, la balle est dans le camp des hôtes et des riders. Après nous, ils ont tous les incitatifs pour faire en sorte d'être extrêmement clair effectivement dans les descriptions, ne pas surévaluer la capacité de leur espace, parce qu'après on va avoir un système d'avis, etc., qui va automodérer la plateforme, donc ils n'ont pas intérêt du tout à aller sur... C'est un petit peu comme Airbnb finalement, qui s'automodère à travers les avis. Donc généralement il y a zéro problème.
Après, on nous pose souvent la question du passage des clés, etc. Finalement, c'est une des premières questions qui vient et c'est un des derniers problèmes qu'on connaît sur notre plateforme, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de services annexes qui permettent justement d'éviter ce problème-là. Donc voilà, après c'est vraiment effectivement aux hôtes d'être extrêmement clair. Nous on révèle ensuite les informations d'accès comme le Airbnb, adresse et compagnie, automatiquement avec les confirmations de réservation. Voilà, sur la question des accès. Après sur la question des photos, non, ce qui est intéressant c'est qu'on a pas mal d'hôtes qui sont des travailleurs indépendants, qui travaillent chez eux et qui ont de la place et qui peuvent combler leur chaise vide. Donc ça peut être, il y a une vraie dimension sociale, notamment sur les espaces partagés, parce que donc en fait, comme je le disais, donc c'est soit en toute intimité, soit avec d'autres. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir aussi aller travailler avec d'autres personnes. Et sur les indépendants, les coworkers, on va être effectivement dans une dynamique beaucoup plus sociale, où ils vont aller généralement dans des espaces où on a déjà des travailleurs qui sont présents, que ce soit l'hôte ou des coworkers qui sont là pour quelques jours, quelques semaines. Merci. Vous avez des questions peut-être? Moi, c'est pas vraiment une question, parce que je trouve ça vraiment très intéressant, parce qu'en tant qu'architecte, ça fait des années, voire des dizaines d'années, qu'on essaye de convaincre nos clients aussi de cette mixité et de ces passerelles qu'il peut y avoir entre le jour, la nuit, etc. C'est-à-dire que quand on est chez soi, on n'est pas, ou on est à son bureau, on n'est pas chez soi, et qu'il y a des passerelles qui se créent en fait. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant d'optimiser l'espace et effectivement, en plus, pour des jeunes entreprises, de pouvoir effectivement héberger, on va dire, une ou deux personnes et d'avoir une activité qui n'est pas solitaire au démarrage d'une création d'entreprise. Je trouve ça vraiment très bien. D'accord. Merci. Justement, quelle est la proportion dans les lieux que vous proposez de lieux qui sont déjà utilisés par des indépendants ou des gens qui travaillent déjà chez eux par rapport au logement pur? Alors déjà, il faut savoir, on est à plus de 80% de logements qui sont occupés. Donc où il y a vraiment des personnes qui travaillent chez eux, qui en tout cas dorment chez eux, qui du coup ont un coût d'opportunité qui est quasiment nul. Donc c'est-à-dire que c'est pas forcément un espace qui est rentabilisé auparavant, et c'est pas un espace qui est rentabilisé à travers Airbnb à côté. On a aujourd'hui à peu près 30% de personnes qui travaillent aussi la journée chez eux, qui sont prêts à combler leur chaise vide et qui du coup proposent aussi des tarifs hyper compétitifs parce qu'ils perçoivent une vraie valeur justement dans le côté social. Et voilà, ça leur donne aussi un rythme de travail. Enfin bon, voilà, sur les indépendants, il y a plusieurs bénéfices perçus, mais c'est à peu près les proportions actuellement sur la plateforme. Donc on a à peu près une vingtaine de pourcents qui sont quand même des personnes qui rentabilisent au maximum leurs appartements. Bonjour Florian. Comment est venue un peu la même question pour Arnaud, l'idée de ce projet? Est-ce que dans votre parcours précédemment, il y a des éléments de frustration dans votre façon de travailler, etc. Ou quel est le point déclencheur qui fait qu'on bascule d'une autre vie à celle-là avec ce projet? Alors, comme j'ai raconté un petit peu, nous, c'était vraiment l'histoire et la naissance du projet. On a été confrontés au problème à San Francisco. Donc, on a vraiment connu des difficultés. On n'arrivait pas, avec nos moyens, à trouver des espaces qui nous convenaient. On a finalement eu cet appartement qui nous permettait de travailler aussi la journée. Puis, on était avec d'autres entrepreneurs internationaux. Donc, c'était d'autant plus intéressant parce qu'il y avait ce contact avec d'autres. L'idée est venue de là. C'est vraiment confrontation au problème et finalement un début de solution avec une première expérimentation par un jeune entrepreneur d'ailleurs de San Francisco qui avait fait ça chez lui. Après, je pense qu'il y a énormément de gens qui a fait un peu ce constat parce qu'on a été contactés partout en Europe de personnes qui nous ont dit justement j'y avais pensé, j'aimerais bien vous aider dans ma ville, etc. Donc je pense que c'était quand même un constat qui était assez évident finalement, ce gâchis d'espace. Voilà, nous, au début on s'est un petit peu lancé, c'était un petit peu une blague parce qu'on trouvait que c'était quand même vraiment l'économie collaborative, l'étape peut-être encore d'après. Mais finalement, on a été ravis de constater qu'il y avait réellement quelque chose à faire, en tout cas quand on a commencé notre MVP à Paris. Merci. Asseyez-vous. Alors, un petit débat était prévu, mais l'heure tourne. Donc, en fait, on va quand même essayer, mais je vais vous poser à tous la même question, en commençant par vous. Est-ce que vous, compte tenu de ce que vous voyez, compte tenu de ce que vous faites, compte tenu des endroits où vous avez pu travailler, l'immeuble de bureau, est-ce qu'il a encore un avenir? Est-ce que vous pensez que demain, dans 10 ans, dans 20 ans, on ira toujours au bureau en allant dans un immeuble particulier, toujours au même endroit?
Enfin, je pense que déjà, vous faites plus ça. Vous l'avez peut-être pas fait beaucoup. Bon, on va commencer dans l'ordre où celui qui veut, celui qui est le plus inspiré pour répondre. Allez. Moi, je travaille avec des entreprises qui ont envie d'avoir un bureau à eux, avec leur salle de réunion, leur dossier, leur bureau, leur réseau Wi-Fi sécurisé, des choses comme ça. Et donc, un peu comme je l'ai dit, moi je pense que l'espace de travail n'a pas du tout vocation à disparaître. Après, je ne suis pas sociologue. Je pense qu'il a vocation à évoluer, à se flexibiliser, à être plus modulable. J'étais chez un broker de la place assez connu hier qui avait des bonnes statistiques, qui disait qu'il y a 20 ans, on était sur une personne pour 16 mètres carrés. Et aujourd'hui, on tend plutôt à une personne pour 12 et même une personne pour 8 ou 10 mètres carrés. Donc, ça veut dire que il y a un beau défi pour les architectes sur la définition de ces espaces, la flexibilisation de ces espaces, mais je pense que ça va rester dans les mœurs. Et moi, j'aime bien sortir de chez moi, aller au boulot et revenir du boulot et retourner chez moi. Ah oui, d'accord. Et donc, voilà, nous, on a des bureaux, dans un immeuble de bureaux. Oui, c'est intéressant, justement. Je pense pas qu'il y ait trop de doutes quant au fait que les bureaux vont continuer à exister. Peut-être qu'on va simplement remettre les utilisateurs, les salariés, les gens qui utilisent vraiment ces bureaux au centre de cette question et de vraiment faire en sorte que ce soit des lieux qui leur correspondent, qui fédèrent, qui créent une véritable dynamique et qui unifient l'équipe autour d'une entreprise. Et tous les systèmes les plus innovants qu'on a aujourd'hui ont quand même des bureaux et ça fonctionne très bien comme ça. Donc je ne pense pas que ce soit un vrai débat. Merci. Oui, donc par rapport à notre point de vue, alors c'est vrai que nous, ce qu'on observe en tout cas, c'est qu'il y a, c'est peut-être pas une mutation profonde, mais on est en train d'observer quand même un nouveau style de travail désédentarisé. On est en train de voir effectivement, comme vous l'avez dit, un nombre d'auto-entrepreneurs qui est en pleine explosion. Je ne pense pas donc qu'on va voir les bureaux disparaître de sitôt. Par contre, je pense que c'est une très grosse trend en ce moment. Nous, on le voit parce que du coup, on arrive à l'observer avec les demandes qu'on a, etc. Il y a clairement, en tout cas aujourd'hui, de plus en plus de monde qui peuvent se permettre de travailler simplement avec un laptop et de manière totalement flexible et désédentarisée. Maintenant, est-ce qu'on va remplacer les bureaux demain ? Non, je ne pense pas non plus. Oui, alors Jean-François Pott, je voulais vous poser la question parce que vous construisez un lieu qui est un lieu de travail mais qui ressemble plus trop à un immeuble de bureau. Et par ailleurs, votre agence construit aussi des immeubles de bureaux assez traditionnels. Et on arrive encore aujourd'hui à faire des ensembles qui font 90 000 mètres carrés. Je pense à un campus de la Société Générale. Enfin, il y a des très très gros campus sur lesquels on va regrouper énormément de monde dans des conditions assez traditionnelles. Est-ce que ça a encore un avenir ? Très sincèrement, effectivement, juste pour mémoire, là, à Alfréciné, on est à 4 mètres carrés par personne. Donc on est un petit peu d'avance. Non, je pense que c'est un sujet vraiment extrêmement important, et pour la question du logement et pour la question du bureau, parce qu'à mon avis, ces deux sujets vont finir par se rejoindre d'une certaine manière, dans le sens où il faut que les bâtiments évoluent vers une flexibilité totale, de manière à modifier les usages dans le temps, pour des questions aussi de développement durable, d'économie, et ça c'est un sujet vraiment crucial sur l'avenir. À mon avis, c'est des typologies qui doivent quelque part converger. Ça, c'est une conviction personnelle. Après, mis à part l'Alfréciné, qui est un sujet très spécifique, je me suis occupé il n'y a pas longtemps de bureaux pour le siège d'Eiffage à Vélizy, et on a travaillé sur justement de nombreux et grands espaces, on va dire, de détente, de travail informel, de multi-usages, qui sont vraiment un moteur du nouveau campus Eiffage à Vélizy. Et c'est vrai que je pense que des fois, quand on est appelé sur des sujets qui restent très traditionnels, avec du cloisonnement, avec des programmes figés, je pense que c'est une erreur de la part de ces entreprises de
de ne pas se laisser des évolutions possibles. Et je pense que le bâtiment de bureau a un vrai devenir immédiat à réinventer. Merci. Brigitte, parce que vous avez un portefeuille d'immeubles de bureaux qu'il va falloir réorganiser, qu'il va falloir animer d'autres façons. Enfin, votre rôle de foncière, il bouge un peu ? Oui, alors il bouge, ce monde des foncières, déjà par le patrimoine que les foncières, et en particulier Gecina, peuvent avoir, mais surtout dans les mots que j'ai entendus beaucoup de flexibilité, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus nos bâtiments ne plus avoir une seule vocation ou peut-être un seul utilisateur, mais avoir peut-être des parties qui peuvent être partagées avec d'autres utilisateurs. Ça peut être des éléments fonctionnels, type les salles de réunion, les auditoriums, des espaces de coworking qui peuvent être accueillis dans certains bâtiments, mais également la mobilité dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais qui était un petit peu en filigrane. Par exemple, le partage de parking dans des immeubles de bureaux qui sont utilisés, dont les parkings sont utilisés la journée de 8h à 20h, mais qui sont vides la nuit, vides le week-end. Donc comment on fait quand on est au cœur des villes, et c'est le cas de Gecina, pour justement partager ces espaces et optimiser leur utilisation en rendant service aux personnes qui sont au voisinage de ces immeubles. Donc, il y a des startups qui proposent cette mutualisation, ou c'est vous qui devez le faire ? Alors, et c'est justement un des enjeux de ce débat aujourd'hui, c'est-à-dire que l'impulsion doit venir de part et d'autre. On voit qu'elle vient et qu'il y a beaucoup de jeunes entreprises qui se lancent sur ce marché de la flexibilité, de la mobilité. Et donc, il faut qu'on apprenne à travailler avec elles, sans doute pour accélérer notre processus d'ouverture et de flexibilité de nos espaces. C'est ce que l'on fait, en tous les cas, chez Gecina. Il y en a une effectivement très belle, qui est Zenpar, qui a levé 6,5 millions la semaine dernière. Oui. Et alors, Loïc Dosseur, vous en voyez passer beaucoup des startups. Barbare, d'accord, le terme n'est pas très apprécié. Moi, j'aime bien, je trouve ça sympa. Mais là, c'est des barbares au carré en plus, parce que c'est des startups et en plus dans l'immobilier. Donc ici, ça fait double effet qui se coule. Mais aujourd'hui, vous pensez que c'est quelque chose de marginal ou quelque chose qui va se répandre de façon très importante ? On parlait des auto-entrepreneurs, des indépendants, etc. C'est un mouvement de masse quand même, non ? C'est, je pense, effectivement un mouvement de masse dont on voit qu'un peu c'est une vague dont on voit l'écume. Moi, ce que je ressens, ça a été souvent, et je pense que nombre d'entre vous peuvent mieux le signifier que moi. J'avais cette question il n'y a pas très très longtemps d'un des membres du COMEX de la BNP qui disait tout ça, c'est du bruit. Ça disparaîtra très vite. Et je leur ai dit, écoutez, maintenant, regardez qui vous arrivez à recruter aujourd'hui. Est-ce que vous recrutez les majors des grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, de management ? Non, de moins en moins, parce qu'on les voit arriver dans les incubateurs de plus en plus tôt. Et effectivement, on voit arriver des brillants, des jeunes formés dans nos meilleures écoles, se diriger directement vers la création de start-up. Parce que ça envoie un message, effectivement, qui les attire, plus peut-être, malheureusement peut-être, c'est pas à moi de l'analyser, de le dire, que les grandes entreprises. Et le DRH de la BNP de se tourner vers son collègue et lui dire « écoute-le, il a raison, nous ne recrutons plus, nous avons quasiment acheté des promotions entières dans certaines écoles, on n'a pas les premiers de la classe, ils se dirigent vers autre chose ». Donc, et ça, si je retourne 5 ans en arrière, je me souviens d'intervenir à l'école des mines et que les étudiants n'osent pas me poser des questions parce que je représentais le monde de l'entrepreneuriat. Ils sont venus me voir dans le métro, me disant on ne peut pas, en tant qu'élève ingénieur des mines, dire que l'on va créer notre entreprise. Socialement, ce serait une destruction. Donc en 5 ans, on est passé d'un moment où, et les filières entrepreneuriales dans toutes les écoles, quelles qu'elles soient, font le plein, débordent. Donc je pense qu'on est vraiment au début de quelque chose, d'un mouvement de fond. Jamais l'entrepreneuriat innovant, mais l'entrepreneuriat en général n'a été reconnu comme une valeur. Enfin, remontons tous quelques années en arrière. Moi, je commence à avoir quelques cheveux blancs, puis il y en a un peu dans la salle aussi. Quand on posait la question de savoir qu'est-ce que c'était qu'un entrepreneur, on citait Bernard Tapie. Enfin, c'était quand même c'est terrible. Aujourd'hui, on va penser à un Frédéric Mazzella, fondateur de Blablacar, un Xavier Niel, évidemment. Donc une nouvelle économie, quelque chose, un autre mouvement, et que je pense vraiment être un mouvement de fond. On a aujourd'hui, nous on intervient sur 40 000 m² d'incubateurs, répartis sur 10 sites à travers Paris, à Saint-Denis également. On a un mouvement par jour d'entreprises dans nos immeubles. Un par jour. Donc ça demande effectivement de la flexibilité parce qu'en plus, ils grandissent, ils passent de 3 personnes à 20 personnes, puis ils paument un client, donc ils redescendent à 12, etc. Donc il faut changer les bureaux tout le temps. Donc on a besoin de leurs outils.
Donc un mouvement très très fort, très important. Et on a beau ouvrir des nouveaux lieux, des nouveaux programmes. On en présentait un hier, d'ailleurs Gessina en est partenaire, sur l'immobilier de demain. On a 8 fois plus de candidatures que de places. Et on a beau avoir fait fois 20 dans notre capacité d'accueil, on a toujours... donc vivement que la halle ouvre. C'est un concurrent, parce qu'effectivement on fait d'une certaine façon le même job, on s'adresse au même client, mais vivement que la halle ouvre. C'est en décembre, c'est ça? Oui, on va juste... On ouvre en décembre. Juste aussi un petit mot pour rebondir sur Office Rider. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans la halle, on a aussi un programme de logement à Ivry où on fait en fait, on héberge 600 personnes qui vont avoir une place attribuée dans la halle sous forme d'appartements en co-living en fait. Où on a 6 chambres pour un appartement de 110 mètres carrés avec un espace commun, une terrasse, etc. Donc ça, c'est un élément aussi où Xavier Niel a fabriqué un univers autour de la halle, avec aussi des facilités vers le MK2, des salles de sport, etc. Donc c'est un package complet pour le nouveau start-up Pien, une opportunité en fait d'avoir le cycle de sa journée entier entre son réveil et son coucher dans l'univers start-up. Merci. Alors, un petit sondage vous était proposé, je crois. Donc, on va voir les résultats maintenant. Les 2 questions, c'était quelle solution... Ah, pardon. Donc, c'est le sondage en direct. C'est moi qui vous pose la question. Donc, je croyais que vous l'aviez eu déjà sur vos machines magiques. Donc, la première question, c'est quelle solution vous semble la plus facilement intégrable dans une entreprise? Donc, parmi les solutions qui vous ont été proposées par les 3 startups, et vous pouvez répondre sur votre téléphone. Donc, je crois que vous avez eu toutes les indications pour le faire. Et deuxième question, seriez-vous prêt à faire appel à cette solution dans votre entreprise? Donc voilà, je crois que vous avez quelques minutes pour répondre. Donc, vous répondez à la première question sur l'écran. Et ben voilà. En direct. Ah, c'est dur, hein, Voilà, mais je crois qu'il n'y a pas photo quand même. Hein. Mais c'est parce que la demande est particulière et le public est particulier. C'est-à-dire que... Voilà, on est au bon résultat, on s'arrête là. Donc 75% pour Bird Office, 19% pour Upgrade, 6% pour Office Riders. Donc, vous ne voulez pas aller travailler chez les gens, hein, visiblement. Voilà. Un petit commentaire Nous, à mettre en place, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site et de réserver une salle. Donc, il n'y a rien de plus compliqué, il n'y a rien de plus simple. Que soit pour quel que soit l'événement, vous vous déplacez, vous changez de ville, vous avez besoin d'une salle juste à côté de chez Gessina parce que tout est plein, n'hésitez pas, tout est accessible sur le site. Je crois qu'on a compris. Merci. Merci. Et la deuxième question, c'était seriez-vous prêt à faire appel à cette solution dans votre entreprise? J'imagine que oui, pour être logique. Bon, voilà. Alors, apparemment, ça peut encore évoluer, mais ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. Bon, allez, quelqu'un vote non quand même. Bon, moi, je crois que... Ah, voilà, ça y est. Bon, mais il y a une certaine logique entre votre choix de start-up et puis Catherine, votre poser la action, question. ce qui paraît... Seriez-vous prêt à faire appel à cette solution à titre personnel? C'est le nomadisme individuel auquel on fait appel, pas tant la stratégie d'entreprise. Oui, c'est vrai. C'est l'un des freins auxquels on est confronté. On a des demandes similaires, des grands groupes qui nous demandent des espaces dans les incubateurs pour travailler. Donc ils louent parfois directement des surfaces, mais ce sont issus de démarches très individuelles, de gens qui en ont marre de faire l'aller-retour vers le siège pour faire le rendez-vous suivant, etc. Donc ce temps pendulaire qui coûte extrêmement cher aux entreprises dans des régions comme l'Île-de-France peut être résorbé de façon magistrale à partir du moment où effectivement on laisse aux salariés la possibilité de poursuivre son travail de journée ailleurs. Et c'est intéressant parce que dans des entreprises comme Blue Office, par exemple, le coworking de Next City, certaines entreprises réservent des espaces mais ne veulent pas que ce soit public. Parce qu'elles ne veulent pas montrer, soit à l'intérieur de l'entreprise qu'il y a des commandos qui partent travailler ailleurs, soit à l'extérieur de l'entreprise qu'elles n'ont pas assez de place ou qu'elles ont besoin de délocaliser. Et ça, c'est quand même intéressant de voir que ce n'est pas tout à fait assumé quand même.
Ça vous inspire quoi comme réflexion, ce fait d'avoir des sortes de déplacements cachés ou Qu'est-ce que ça m'inspire? Peut-être rien, hein, c'est pas grave. Non, je sais pas. Je crois que c'est assez logique qu'une entreprise qui monte une cellule innovation ait peut-être envie de permettre à cette cellule de créer sa propre culture et de se nourrir aussi de ce qui se passe auprès de boîtes comme nous qui essayent d'innover. Donc je pense que et puis c'est un peu ce qu'on fait là aussi, quoi, essayer de rendre perméable deux mondes qui communiquent pas forcément. Donc c'est plutôt sain pour la santé des grands groupes. Après, le cacher aux autres salariés, ça c'est une autre histoire. Je pense néanmoins, pour commenter cela, que les grandes entreprises bougent aussi dans leur rapport au travail et le rapport à il faut être au bureau, il faut que mes salariés soient au bureau pour travailler. Donc je prendrai un exemple Gecina cette fois. Dans un précédent Gecina Lab, une question nous avait été posée sur le télétravail. Et donc en 5 mois, nous avons effectivement mis en place ce télétravail qui va ouvrir à partir de mai auprès des salariés. Et nous avons la possibilité soit de travailler de chez soi, soit on a accès à une offre de tiers-lieux qui vont permettre aux salariés de Gecina qui seront en télétravail d'aller travailler dans un tiers-lieu de leur choix, qui serait plus proche de leur domicile s'ils ne peuvent pas travailler de chez eux. Donc on s'engage dans cette démarche de flexibilité pour nos salariés également, pour leur permettre de travailler en dehors des bureaux qui sont ici. Un petit truc, je pense que c'est une opportunité pour Office Rider parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on va pouvoir louer son propre logement à son entreprise. Donc Juste pour rebondir effectivement la discussion, nous ce qu'on a pu observer en tout cas qui est intéressant chez Office Riders, puisque la question a été adressée plus à l'entreprise, nous effectivement on accueille des grands comptes, on accueille des sociétés innovantes qui sont intéressées par le concept. Eux, ce qui les intéresse, donc caché ou pas, mais ce qui les intéresse chez Office Riders, c'est effectivement sortir un peu de leur mur et puis sortir d'un environnement de bureau pour notamment des réunions, des workshops, des brainstorming, pour se retrouver dans des lieux un peu singuliers. Finalement, c'est ce qui plaît aussi chez Office Riders. Ils vont pouvoir aller travailler notamment à l'arrivée des beaux jours dans des appartements avec rooftop. Ils vont pouvoir effectivement travailler à ciel ouvert. Ils vont pouvoir éventuellement aller sur certaines péniches parisiennes. Bon là, je vais un petit peu dans les extrêmes. Mais en tout cas, c'est vrai que changer d'environnement, il y a certaines études qui ont montré que ça peut augmenter la productivité, que justement changer de cadre de travail. Nous, c'est quelque chose qu'on observe et c'est vraiment un des bénéfices perçus de la part des sociétés aujourd'hui, puisque les demandes se concentrent justement sur ce type de logement. Et c'est curieux parce que souvent on incrimine le télétravail, on dit que ça ne marche pas en partie parce que les logements ne sont pas du tout adaptés à des espaces de travail, mais pour autant il y en a qui le sont parfaitement. Mais nous en tout cas, donc on est encore très heureux d'avoir 100% des retours d'expérience positifs sur notre plateforme. Les utilisateurs perçoivent un vrai niveau de confort, d'avoir un accès à la cuisine systématiquement, d'avoir justement accès à des équipements qui ne devraient pas forcément dans des milieux bureaux classiques. Après, bon, ça peut être des équipements type imprimante. Ça, pour le coup, dans les bureaux, on les aura, mais consoles de jeux, des espaces de sieste, des choses comme ça, pas forcément quelque chose qu'on trouve partout. Donc c'est vrai qu'il y a voilà, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, en tout cas sur les utilisations qu'on a, en tout cas sur Office Riders. Et ça réinterroge beaucoup sur l'espace de travail, parce que sur la halle Freycinet, vous avez montré des espaces, des grands sofas, des salles de réunion, des salles de pitch. En fait, on ne travaille plus, quoi. C'est-à-dire que le travail vu comme avant n'est plus du tout ce qui est aujourd'hui reconnu comme travail. Je pense le travail douloureux, laborieux. Oui, mais la notion de travail au sens où on est fixé, attaché à son poste pendant une durée déterminée, je pense que c'est quelque chose qui a plus de raison d'être, d'une part, parce que nous on le voit aussi sur l'ensemble des sièges qu'on fait ou des bâtiments de bureaux, il y a une vraie volonté de résidentialisation en fait, de l'espace de travail. On a envie d'avoir quelque chose de cosy, quelque chose d'agréable, qui permet d'avoir des différents moments dans la journée avec différentes intensités et de manière à pouvoir justement se renouveler au cours du temps. Et c'est vrai que sur la halle Freycinet, on est plus dans un modèle un peu quand même
même s'il y a des espaces très différenciés, on est quand même assez stakhanoviste, on va dire, dans le sens où le but était vraiment de mettre beaucoup de monde pour donner une opportunité à pas cher pour des très jeunes startups d'être incubés à vitesse grand V, en fait. Après, il y a la question du restaurant qui est un élément très important du projet, puisqu'il est à la fois un lieu de travail, un lieu de partage, un lieu ouvert sur la ville. Donc ça, je pense que c'est vraiment une plaque tournante du projet. Ça. Non, c'est depuis dans ce projet-là, oui, mais sinon c'est assez récent dans les entreprises. Oui, surtout, mais en termes de proportion, c'est pas le restaurant, c'est presque, on va dire, un quart de la surface totale du projet. C'est vraiment un élément très très important, surtout ouvert 24 heures sur 24. Merci beaucoup. Bon, on va passer aux questions à la salle. Donc, je voulais d'abord demander à Bernard Michel de réagir un peu sur ce débat. Et en tant que président d'une foncière qui est quand même la structure la plus traditionnelle, immobile... Continuez comme ça. Ouais, j'en ai plein d'autres. Oui, je me sens bien là. Classiques, etc. de l'immobilier. Comment est-ce que vous envisagez de transformer ce modèle? Est-ce que c'est possible? Il faut transformer ces modèles. Je voulais dire que... on vous traite de barbares, mais en fait, vous êtes des conquérants. Vous êtes des entrepreneurs avant tout. Et je dis ça parce que, au fond, ces entrepreneurs, ce sont eux aujourd'hui qui créent de la croissance, qui créent de l'emploi et qui capitalisent sur de l'innovation, sur de la création. Et ça, c'est extrêmement important. Évidemment, ce sont des barbares parce que, quelque part, ça vient détruire des organisations traditionnelles. Ça, c'est vrai. Mais c'est le processus de destruction créatrice schumpeterien, tout simplement. Il faut s'y faire, il faut s'y habituer, il faut surtout s'y adapter et anticiper tout ça. Et c'est notre position en tant que leader du bureau en France, en Europe continentale, c'est de dire nous devons nous-mêmes nous impliquer dans ces changements, travailler avec vous. Et donc moi je souhaite vivement qu'on puisse travailler avec chacun d'entre vous, de manière à poursuivre cette évolution, à vous aider et aussi à nous aider à anticiper ces changements. Et ces changements sur lesquels ces entrepreneurs capitalisent, c'est d'abord la révolution numérique. Et c'est cette révolution numérique qui permet d'apporter plus de services là où aujourd'hui nous louons des surfaces. Et ces services, c'est bien sûr toute la civilisation, la culture du partage, c'est les nouvelles façons de travailler. C'est ce qu'on vient de voir beaucoup aujourd'hui, c'est la valorisation d'espaces vacants. La valorisation d'espaces vacants, c'est ce que nous faisons, Gecina, avec Vinci, sur les parkings. On a créé 1300 places de parking à Paris, dans 37 immeubles, sous forme de co-stationnement, c'est-à-dire de partage des parkings, des bureaux, au service, bien sûr, des particuliers. C'est aussi autour de l'idée en dehors de l'idée de partage, autour de l'idée de mixité qui a été évoquée tout à l'heure, de réversibilité, de choses qui sont beaucoup plus souples, plus agiles. Et au fond, nos organisations traditionnelles, c'est vrai, ont une difficulté à aborder ces questions-là. Elles sont enfermées dans leur processus, dans leur organisation verticale. Il faut travailler différemment, travailler en réseau, travailler avec beaucoup plus d'échanges, d'où la mixité, mais aussi le besoin de s'isoler. Donc tout ça, aujourd'hui, nous stimule, nous challenge fortement. Et pour terminer là-dessus, je dirais que nous, notre façon de faire, c'est bien sûr d'être à l'écoute. C'est ce que nous faisons aujourd'hui ici, c'est de partager la connaissance, c'est d'expérimenter. On le fait sur les incubateurs avec Paris & Co, on va le faire à la gare de Lyon, on le fait avec bureaux partagés dans des bureaux à Neuilly, on l'a fait donc sur le co-stationnement, on le fait aussi ici au siège, on va le faire au siège ici aussi, tout un étage va changer de façon de travailler, avec des espaces partagés, avec du bureau mobile, avec du télétravail, avec bien sûr aussi la possibilité de s'isoler pour des réunions ou pour simplement téléphoner dans la discrétion. Bref, je crois qu'on est sur un changement, une révolution digitale et un changement sociologique. Et ça, il faut l'anticiper. Merci beaucoup. Alors, quelques questions que vous voyez à l'écran. La première, d'ailleurs, elle s'adresse à Gecina, ou en tout cas à des acteurs comme Gecina. Quid de l'interdiction de la sous-location, généralement indiquée dans les baux commerciaux des foncières telles que Gecina? Donc, du coup, ça limiterait les modèles de développement de start-up que vous aimeriez soutenir, par ailleurs.
Attendez le micro parce qu'on ne vous entend pas. On s'était déjà eu une interview téléphonique, Madame Saba, Jacques Raveilla, Gessina, directeur commercial. Donc dans le bail Gessina, la sous-location est interdite par principe, mais dans le cadre de nos négociations commerciales, dans le cadre d'une ouverture avec nos partenaires clients, on autorise la sous-location de façon assez importante, tant aux entreprises du groupe qu'aux sociétés tiers. En fait, aujourd'hui, on est dans une attente de nos clients sur plus de flexibilité, et la sous-location en fait partie. Elle est simplement encadrée, mais elle est acceptée par Gessina, sans problème. Merci. Et je peux le confirmer parce qu'effectivement, ce que citait le président, c'est les 2000 m² qu'on a signés récemment. J'ai signé une quinzaine de jours avec Gessina, 2000 m² dans les Tours Gamma près de la gare de Lyon, où on va pouvoir développer notre activité d'incubation qui donc sous-entend une sous-location dans des espaces tiers, ce qui était laissé vide dans le cadre d'une rénovation envisagée par Gessina. Merci. La question pour Office Riders, comment est-ce que vous gérez finalement la spécialisation des espaces et la qualification juridique des locaux ? Alors, pour la redevance, mais aussi tout simplement pour l'occupation des lieux. Oui, très bien. Du coup, nous, effectivement, on est confronté à de nombreux sujets juridiques, donc c'est pas quelque chose du tout qu'on ignore, qu'on écarte. Au contraire, nous, on a différentes réalités selon les pays. On avait commencé notre étude à San Francisco. En arrivant en France, on a avancé en concertation, notamment avec les mairies, etc. Donc c'est des acteurs qu'on souhaite intégrer. Nous, sur ce point-là, donc c'est vrai que notre vision générale, c'est de se dire que si on devait imaginer les solutions de demain en se fondant sur les lois d'hier et d'aujourd'hui, ça pourrait être compliqué. Maintenant, sur le modèle, donc nous, on est calqué sur Airbnb. On fait de la mise à disposition d'espaces privés pendant la journée, à différents Airbnb qui louent aussi les nuits. Mais Airbnb, c'est du logement pour du logement. C'est du logement pour du logement. Enfin, il y a quand même certaines populations qui sont sur Airbnb, qui sont en voyage d'affaires et qui vont louer des appartements et qui vont pas s'empêcher de travailler dans ces appartements-là. La destination reste libre. C'est une mise à disposition d'espaces privés. Les personnes qui louent sur notre plateforme sont dans leur plein droit, même s'ils ne sont pas sur une surface qui est en fait une affectation mixte. Donc pour l'instant, en tout cas, nous, on respecte ces règles-là. Maintenant, effectivement, nous, il y a certaines zones d'ombre qu'on cherche à justement faire adapter dans le temps pour que ça puisse justement être mieux encadré. Ce qu'on se dit, c'est que dans notre type de service, on va vraiment dans le sens de la société, de l'intérêt de tout le monde. Donc a priori, on est plutôt confiant en tout cas sur l'évolution de la réglementation par rapport à ce que nous on propose. Voilà, mais pour revenir à cette chose-là, enfin, en tout cas, nous, on ne s'adresse pas seulement aux particuliers, notamment qui peuvent avoir une affectation mixte sur leur surface, puisque l'idée est vraiment de mettre à disposition un espace privé sans que ce soit pour une destination particulière. Merci. Question pour Bird Office et Upgrade. Est-ce que vous mettez en avant les avantages, l'intérêt environnemental des espaces que vous proposez ? Est-ce que ça a une quelconque importance que les locaux que vous proposez soient HQE ou conformes aux RT divers et variés ? Déjà, l'aspect ERP et PRM, enfin personnes à mobilité réduite, ça c'est des choses importantes. À terme, moi j'espère qu'on pourra apporter plus d'informations sur la qualité des bâtiments, sur nos annonces. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pas encore en ligne. On a la plateforme à 6 mois, donc on est un peu à l'image de Bird Office en itération permanente et en changement, en évolution. Ça fait partie des choses qui sont dans les cartons. Après, la priorité de nos utilisateurs, elle est surtout de savoir s'ils vont avoir le Wi-Fi ou pas, par exemple, et si le café est limité. Donc on se concentre là-dessus pour le moment et on ira sur les problématiques légales, même si c'est le cœur de notre métier, c'est notre quotidien. Ces détails HQE, etc. sont plutôt pour les mois à venir. Et comme on le disait, moi je loue des salles pour des courtes durées, 1 heure, 1 journée, 1 semaine. Voilà, la question de l'environnemental est moins en jeu et on se concentre vraiment sur l'information de ce qu'il y a réellement dans la salle pour une courte durée. Le renouvellement d'air, etc., ça peut être important quand même, le chauffage. On ne me l'a jamais encore demandé et pourtant on me pose des questions étranges parfois, mais pas celle-ci.
Je voudrais rebondir là-dessus 2 secondes parce que, mis à part la qualité particulière de ces bâtiments, je pense qu'effectivement, le point de vue environnemental, il est sur le fait d'optimiser le temps et l'espace parce qu'un bâtiment, il est chauffé, il est climatisé, il est entretenu, donc il y a des coûts associés là-dessus et autant qu'il soit occupé plutôt que vide parce que de toute façon, cet argent et cette énergie, elle est dispersée. Donc je trouve que de fait, le fait d'optimiser l'espace, c'est environnemental. Que les modèles collaboratifs comme Office Rider, comme nous au départ d'optimisation de bureaux, c'est l'avenir, c'est clair, il n'y a pas photo. Maintenant, quand nous on est des toutes petites boîtes où il faut qu'on se lance, donc là vous décriviez en plus un schéma qui est parfaitement illustré. On s'est lancé donc avec mon associé juste après HEC en se disant on va pas aller bosser dans un grand groupe, on va monter une boîte. Ce qu'il faut, c'est qu'on crée de la valeur vite parce que une start-up c'est la course au temps. Donc si à la fin de l'année on n'a pas fait une croissance, nous, il y a des objectifs qui sont très précis. Donc évidemment qu'on conserve une dimension collaborative. Maintenant, on parlait d'un nom de Blablacar, mais il a galéré 10 ans avant que ça existe. Ils vendaient des marques blanches à des boîtes comme la Maïf, comme plein d'autres choses pour survivre. Donc la finalité, c'est bien sûr le collaboratif, ça va venir. Maintenant, pour des métiers qui sont un petit peu plus, qui sont un peu moins, tout simplement ouverts de cette manière, nous, on est obligé de réagir. Donc, on aurait bien aimé faire exploser le collaboratif pour la location de bureaux court terme. Maintenant, ce n'était pas possible. Notre marché il nous a amené à ne pas faire que du collaboratif, à aller vers des locations de bureaux classiques. Et du coup, on y a été. Et on a été vers où est-ce qu'on pouvait créer de la valeur vite. Et du coup, on ne fait pas finalement tant d'innovation, d'optimisation de mètres carrés, mais surtout de l'usage. Les gens réservent leur plateau repas, leur petit déjeuner, on leur fait gagner du temps, on leur simplifie la vie, et on estime que c'est déjà bien. Même si au fond de nous, on voudrait pouvoir faire du collaboratif, on s'est lancé un peu utopiste en se disant voilà, on va changer le monde, on va changer l'immobilier. Au final, on aide les entreprises, mais on ne peut pas encore tout de suite faire que du collaboratif. Merci. Juste une dernière réflexion, puis après je vais passer si vous en avez une. Ouais, un peu dans la lignée. Moi, je pense que c'est bien de vouloir régler un problème et d'être capable de faire évoluer sa solution. C'est ce que Arnaud a fait. C'est ce que nous, on fait aussi un petit peu en travaillant avec les centres d'affaires et des choses comme ça. Et donc, effectivement, dans le monde des startups, il y a l'idée de tout optimiser. Et puis après, il y a la réalité que certains mètres carrés de bureau sont juste pas accessibles. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on a la dualité aussi avec des pros de la location et des non-pros et des choses qui s'adaptent un peu en permanence en fonction de ce qu'on nous demande. Moi, il y a quelques mois, je n'imaginais pas pouvoir envisager de discuter avec des gens comme Gessina, par exemple. Et en fait, on se rend compte que même les acteurs traditionnels sont intéressés par l'optimisation. Ce ne sera peut-être pas exactement du collaboratif, mais l'objectif, il est quand même à la fin de mieux utiliser des mètres carrés et de permettre à des sociétés de trouver des locaux. Donc le problème, au final, il est réglé juste d'une manière différente. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes. Si vous voulez prendre la parole plutôt que taper des questions sur votre téléphone, vous êtes les bienvenus à demander un micro et puis poser une question à l'un ou à l'autre des intervenants. Il y en a une là. Si vous pouvez vous présenter et si votre question est adressée, à dire à qui elle l'est. Bonjour, Philippe Averti. Je travaille dans une société d'ingénierie du bâtiment. On n'a pas parlé trop... Laquelle? Sfica. On n'a pas trop parlé de coûts, d'économie. Vous avez fait référence à Blablacar. Il y a, on va dire, des investisseurs ou des particuliers qui positionnent leurs appartements pour une rentabilité optimisée de location en les mettant à disposition de façon permanente. Est-ce que vous voyez ce type de propriétaires se positionner pour une optimisation, une rentabilité accrue de votre immobilier? Est-ce que vous risquez pas d'avoir une concentration, je dirais, de l'offre à travers des patrimoines qui sont un petit peu en désuétude ou qui sont pas au niveau de la demande immobilière en entreprise? Voilà, comment se situe un peu le positionnement de vos activités par rapport à ces questions d'optimisation de locative ou de positionnement d'actifs un peu hors du marché? Ça veut dire, est-ce que les surfaces qui sont louées de cette manière ne sont pas les vieux coucous qu'on ne loue pas autrement, c'est ça? C'est ça. Et puis est-ce qu'il n'y a pas des opportunistes qui se disent, bon voilà, j'ai 5000 m² de bureau que je peux louer à des tarifs, on va dire, assez bas et en location précaire,
j'arrive à obtenir une meilleure rentabilité. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas? Est-ce que c'est une tendance que vous sentez Il y a un truc qui est fondamental. La flexibilité a parfois un coût, comme on l'a vu avec le modèle des centres d'affaires. Après, moi, je travaille plutôt avec des boîtes qui ont des mètres carrés disponibles et qui se disent ces mètres carrés, tous les mois, tous les jours, c'est de l'argent qui sort de ma poche, en charge, en frais de ménage, en entretien, en chauffage. Et donc, comment je fais pour limiter ces coûts-là? Je vais les mettre à disposition d'une autre entreprise et peut-être un peu moins cher que la somme totale du coût au mètre carré. Et comme ça, je suis sûr de le louer vite. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a aussi des gens qui réfléchissent à louer leur patrimoine en flexible plutôt que de le louer en 369, parce que, et plutôt en petite surface, parce qu'il vaut mieux avoir 100 clients qu'un gros client. Là, je travaille avec une société qui est en grosse difficulté, enfin une SCI qui est vraiment en difficulté sur un immeuble de bureau à Cachan, parce que les deux locataires sont partis, et voilà. Et aujourd'hui, ils se disent faudrait peut-être mieux avoir 10 ou 20 locataires en flexible. Voilà. Et moi, pour le moment, on n'est pas confronté un peu aux dérives peut-être que subit Airbnb en ce moment. Pour le moment, moi, je le ressens pas. Mais mon discours sera peut-être différent dans 18 mois ou 2 ans. Et sur la qualité des bureaux, aujourd'hui, on n'a pas eu de plainte. Rapidement. Et rapidement, je pense que le secret, c'est la transparence vis-à-vis des utilisateurs. Donc, qui souhaitent, nous, effectivement, c'est des salles, mais je pense que c'est pareil pour tous les secteurs. Si l'utilisateur, quel qu'il soit, il peut vraiment comparer l'offre. Donc, nous, ce serait du collaboratif ou de l'hôtel, du centre d'affaires. En quelques minutes, il sait exactement ce qu'il va payer. Si vous lui apportez toute l'information, il pourra choisir en connaissance de cause. Et après, peut-être que le centre d'affaires pourrait être plus cher ou moins cher. Voilà. Nous, le secret, c'est vraiment que la personne sache exactement ce pourquoi elle va payer. Et au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. Merci. Comme le temps file et qu'il faut qu'on respecte nos horaires, je laisse le mot de la fin à Bernard Michel. Et en même temps, une possibilité de répondre à la question. Et en même temps, une réponse. Au fond, il ne faut pas oublier que ces entreprises qui innovent dans la nouvelle économie sont des entreprises en développement. Et donc, certaines d'entre elles, et nous-mêmes d'ailleurs, de notre côté, nous testons ces nouvelles idées dans des immeubles effectivement plutôt éphémères. Mais ce n'est pas, je dirais, un but en soi. On sait très très bien que ces nouvelles façons de travailler, ces nouvelles idées de partage, de valorisation d'espaces vacants vont se développer. Et donc, les entreprises jeunes qui ont créé ces concepts vont elles-mêmes s'industrialiser, vont développer ces concepts. Et donc, ça sera aussi sur des immeubles neufs, sur des immeubles très contemporains. Et j'en veux pour preuve le développement absolument extraordinaire d'une société américaine que vous connaissez, qui est WeWork. Moi, j'ai visité leurs immeubles dans plusieurs villes dans le monde maintenant. Il y a toutes les idées de coworking, de mobilité, de flexibilité et de services ajoutés. Et il y a beaucoup, beaucoup de services qui sont ajoutés pour un entrepreneur qui loue un poste de travail avec un forfait mensuel. Mais ça se fait dans des immeubles neufs, dans des immeubles qui sont dans les meilleures localisations. Et d'ailleurs, ils sont en train de tester autre chose à New York, que j'ai visité la semaine dernière. C'est un concept qui s'appelle WeLive, où on a un logement, mais qui lui-même a des espaces communs, une animation, des services, des assurances, toute une série de valeurs ajoutées. Au fond, tout ça, c'est l'idée que le numérique, ça nous permet de développer de nouveaux services dans des locaux que nous louons. Et au fond, ça se fera aussi dans des locaux neufs, j'en suis persuadé. C'est déjà le cas de WeWork, c'est le cas de Nextdoor, c'est le cas d'autres opérateurs. Et donc, je pense que ça va se développer comme ça en réalité. Et WeWork n'a aucun actif. Et ils n'ont pas d'actif parce que, au fond, c'est un contrat de service, c'est un membership. Il n'y a pas de bail. Pour répondre à une des questions qui était posée, parce que j'ai posé ces questions-là, notamment pour les locataires individuels de WeLive, ils ont dit non, on n'a pas de bail. Je parlais avec des locataires, ils ont dit on a un membership. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne payez pas votre loyer? Ils me suppriment du membership, donc je ne peux même plus rentrer dans mon appartement. Donc ça bouleverse aussi toutes les réglementations, ça pose beaucoup de problèmes juridiques par ailleurs. Je ne sais pas comment on les réglera en France si ça se passe comme ça, mais en tout cas, là-bas, ils sont sur la souplesse totale. Donc vous adhérez à un réseau de gens qui sont dans un immeuble,
Et vous disposez grâce à cela, et avec un forfait mensuel, d'un appartement, d'une possibilité d'organiser des soirées, de participer à un espace commun. Il y a bien sûr des machines à laver, il y a des cuisines, il y a des tas de choses. Il y a une animation énorme. Et au fond, on voit bien quand même que c'est une nouvelle façon de vivre aussi quelque part. Mais ça ne veut pas dire que les gens partagent tout, hein, je vous rassure. Les gens que j'ai vus m'ont dit, nous, on aime bien avoir privacy, mais on aime bien aussi voir d'autres gens dans le même immeuble pour pouvoir partager, converser, imaginer, boire un coup, etc. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de nouveau, mais c'est permis aussi beaucoup par le numérique, parce que tous ces services et les services ajoutés, en plus du forfait mensuel, ben, ça se fait avec un iPhone, hein, de manière extrêmement simple, très rapide, et je dirais, et ce sont des entreprises, et WeWork est une entreprise extrêmement rentable, alors même qu'ils sont dans les meilleures localisations, les meilleurs endroits dans les grandes villes dans le monde aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire en conclusion, pour dire qu'au fond, c'est une vraie révolution. Nous sommes là aussi pour y réfléchir ensemble, pour nous adapter, pour en tirer parti, parce qu'il est clair aussi qu'une boîte comme Gecina, qui est un leader, va essayer d'être à la pointe de ces innovations pour en tirer parti, pour en faire une opportunité aussi. Mais il est vrai que cette révolution, elle est imaginée aujourd'hui par des startups qui se développent et qui finalement nous stimulent et qui nous permettront d'évoluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous et merci de votre attention et de votre participation. Bonne journée.